On a parlé pour la petite caisse, ça sert à quoi? Pourquoi avoir une petite caisse? Comment contrôler une petite caisse, etc. Maintenant, on va voir quels sont les outils qu'on utilise pour gérer la petite caisse. Okay? La gestion de la petite caisse, comment la gérer? Donc, la petite caisse, donc on a vu la création de la petite caisse. Donc, je vous ai déjà envoyé hier tout ça. Donc, maintenant, on va pratiquer un des outils de gestion de la petite caisse pour voir comment on gère la petite caisse. C'est-à-dire, quand on a une dépense à faible montant, comment on accorde comment dirais-je, comment on accorde l'argent, comment on vérifie le retour d'argent, la pièce justificative, et comment on enregistre tout ça dans un rapport de la petite caisse et comment on comptabilise les dépenses réglées par la petite caisse. OK? Avec un logiciel, généralement, tout va se faire automatiquement. On va le voir dans le cours que vous aurez avec moi durant 45 heures, qui est Sage 50. Excusez-moi. Voilà. Encore. Voilà. Donc, on va aller voir la mise en situation qui se trouve dans les pages de 36 à la page 39 du manuel Comptabilité 2. Donc, s'il vous plaît, prenez la page où il y a les pièces justificatives, les reçus, factures, etc. Et on va en parler. On va essayer de faire cette mise en situation. Et aussi, on ne sera pas long. Voilà. Est-ce que tout le monde, s'il vous plaît, est dans la mise en situation? Excellent. Maintenant, je vais vous expliquer une chose en pratique qui n'existe pas qui n'est pas dans le manuel, juste pour comprendre le système, comment ça marche. Vous voyez ici, devant vous, vous avez à peu près 7 pièces justificatives. 8, pardon, 8. OK? Donc, reçu aux factures, etc. Supposons qu'on prend le premier reçu. Donc, moi, je vous parle de la réalité avec le bon contrôle interne. Nous avons le premier, la première pièce justificative numéro 1 relative à un envoi d'un colis via Poste Nationale le 3 décembre. Nous avons la deuxième dépense relative à la livraison d'une enveloppe, c'est courrier. Troisième pièce, c'est des fournitures de bureau, stylo. Nous avons un reçu de petite caisse en bas ici pour un taxi, déplacement avec un taxi. Nous avons aussi la pièce numéro 4, livraison avec le fournisseur, livraison rapide, frais de transport. Nous avons l'entretien et réparation avec la compagnie nettoyeur Bourrivage. Nous avons quinturier. Nous avons enfin le courrier, c'est-à-dire enveloppe à bulle. Supposons vous désirez envoyer un courrier ou un colis à un fournisseur, un client, une administration, la banque, etc. Moi, je suis la personne qui est chargée de la petite caisse. Vous allez me remplir ce qu'on appelle demande d'achat. Vous allez remplir demande d'achat.
montant demandé, la date, la description de la dépense. Vous allez signer cette demande d'achat et il faut que le responsable, ton responsable, il faut qu'il signe cette demande d'achat pour que je sache comme quoi c'est essentiel. Vous allez me ramener demande d'achat. Moi, en tant que gérant de la petite caisse, je vais remplir ce qu'on appelle un bon de caisse. Un bon de caisse, il y a la date, la description de la dépense, le montant demandé, le montant remis et le montant remis et l'écart. D'accord? Parce que vous pouvez demander 8,5, $8,5. Moi, je n'ai pas $8,5. Moi, j'ai $20. Je vous donne $20. Donc argent remis. Donc, quand vous allez revenir avec le reçu et le montant, soit disant $5,5, ben, vous allez me remettre la différence. Donc, 14,5, vous allez me remettre 14,5. D'accord? Donc, je vais mettre 14,5. Et une fois, je vérifie, si vous ne me ramenez pas un reçu, une pièce justificative, à ce moment-là, ça dépend de qu'est-ce que l'entreprise dans sa politique dit. Par exemple, à l'époque, on demande si les gens achètent quelque chose pour l'entreprise avec une demande d'achat, avec un bon de caisse, si c'était effectivement pour l'entreprise, à ce moment-là, on va s'arranger, OK? Donc, c'est toujours l'entreprise qui va payer. Mais si jamais vous achetez quelque chose, vous voyez qu'il vous manque, je ne sais pas moi, une règle, une gomme, et vous allez les acheter, et vous allez vous présenter devant la petite caisse, demander remboursement, non. Pourquoi? Parce que les instructions qui sont données, on ne peut pas acheter quelque chose sans l'approbation de superviseur de la personne demanderesse et aussi, il faut passer par les remplir demande d'achat, etc. D'accord? Donc, une fois, je termine avec la personne qui s'occupait de l'achat, ben, je vais saisir dans le logiciel ou bien l'Excel, il y a des gens qui utilisent juste Excel, dans le fichier pour la gestion de la petite caisse. Et à la fin de la journée, ou bien à la fin de la matinée, et enfin à la fin de l'après-midi, je vais imprimer le journal de la caisse et je vais pointer les montants que j'ai théoriquement dans le système avec le physique, les factures que j'ai, pour que je puisse être sûr que j'ai le même solde de fin de période. Toutes les entreprises, normalement, regardez l'incompatibilité. Il y a des entreprises, la personne chargée de la petite caisse, c'est celui qui est dans l'argent, c'est celui qui saisit et enregistre les transactions réglées par espèce, par la petite caisse, et c'est lui-même qui fait le contrôle physique, l'inventaire physique de la petite caisse. Ça, c'est inacceptable. OK? C'est contre le principe de la séparation des tâches. Anyway. Donc, et à la fin, j'ai ce qu'on appelle le rapport de la petite caisse qu'on va faire ensemble et que je vous ai déjà envoyé un modèle hier sur l'IA. Attendez, ce sera pas long, je vais le chercher. Ce sera pas long. Donc, ça, c'est la mise en situation qu'on va faire ensemble. Comme j'ai dit, nous avons 4 pièces justificatives et on va faire ce qu'on appelle le rapport de la petite caisse. Le rapport de la petite caisse.
Attendez. Donc, voilà le fameux rapport de la petite caisse qu'il faut remplir pour l'entreprise Bisbill. OK? Pour l'entreprise Bisbill. Attendez, ça sera pas là. Donc, l'entreprise Bisbill. Nous avons la première pièce. Regardez la structure, pardon, la structure de la petite caisse. Est-ce que vous voyez clairement le rapport de la petite caisse? C'est ça le modèle qu'on va utiliser durant les études de cas qu'on va faire pour la petite caisse. On va faire, comme j'ai dit, celui-là, la mise en situation qui se trouve dans les pages 36 à la page 39. Et on va faire une autre étude de cas, page 69 du manuel pour l'entreprise ébénisterie Joanne Gravel. Et je vous ai suggéré d'autres exercices que je vous ai envoyés hier via Mio. Quand on va terminer, on va passer à la banque, la partie la plus importante, la composante la plus importante dans l'encaisse, la banque. On va voir un petit peu comment on fait ce qu'on appelle le rapprochement bancaire ou bien la conciliation bancaire. Okay? Donc, on va travailler un cas très simple pour vous mettre dans le bain, un cas très simple de l'entreprise Atlas Media. Je vous l'ai déjà envoyé sur l'IA. Et après, on va faire la mise en situation qui se trouve dans le manuel. Et je vous ai suggéré, je crois, 3 autres exercices, 6, 8 et 17, si je ne me trompe pas. Est-ce que le document il est clairement partagé, s'il vous plaît? Confirmez-moi, s'il vous plaît. Excellent. Très bien. C'est bon. Attendez juste une seconde. Alors, je change quelque chose. Donc, c'est le 1105 et le 11-10. OK. D'accord. On va prendre la première dépense. OK? On va prendre la première dépense qui est l'envoi d'un colis. Donc, l'envoi d'un colis. Tout d'abord, je vais vous expliquer, excusez-moi, je vais vous expliquer le tableau là. Attendez juste, je change quelque chose. Le tableau, il est formé par certaines parties. Regardez ici en haut, vous avez le nom de la compagnie, le titre du rapport, rapport de la petite caisse, et la date pour laquelle on a établi ce rapport. Nous avons à gauche, première colonne, la date de la transaction. Nous avons les numéros des pièces justificatives. Nous avons l'affectation des dépenses au compte comptable approprié, correspondant et inhérent. Pour ce cas-là, nous avons
les frais de courrier, frais de bureau. Il y a autre chose qu'on va parler après. Nous avons entretien et réparation. Nous avons la TPS payée sur les achats et la TVQ payée sur les achats. Là, j'ai un petit problème avec ces comptes-là. Pourquoi? Parce que généralement, en pratique, ces comptes-là, on ne les appelle pas TPS à recevoir. On les appelle TPS payés sur les achats. TVQ payés sur les achats, ils sont toujours au passif. D'accord? Ils sont toujours au passif. C'est tout à fait normal. Quand vous réglez quelque chose, vous avez achat au débit, ils sont toujours au passif, mais avec un signe négatif. Okay? Dans le logiciel, vous allez voir, ils sont toujours au passif, mais dans le programme, ils sont en négatif. Quand vous achetez, vous allez débiter l'achat et vous allez débiter TPS payé sur achat, TVQ sur achat. Ils sont dans le débit, mais leur compte commence par 2, c'est dans le passif. D'accord? Donc, je vais garder ce qui est dans le manuel, mais généralement, en pratique, ça ne se passe pas comme ça. OK? Donc, ils ont normalement, la plupart des manuels, vous allez voir qu'ils leur donnent des chiffres de l'actif. Mais dans les logiciels, non. 1, c'est toujours pour l'actif. 2 pour le passif. OK? 2 et 3. Le 4, c'est pour les recettes. Le 5, c'est pour les dépenses. Ça, dans le logiciel, ça est 50. Donc, à combat, 5, c'est les ventes. 6, la classe 6, c'est pour 6, 7, 8, 9, etc. C'est pour les dépenses. De cette manière, on va voir. Ça, c'est un petit détail, mais je vous répète encore une autre fois, normalement, ce n'est pas TPS à recevoir. Non. TPS à recevoir, c'est quoi? C'est quand vous prenez TPS que vous avez payé, moins la TPS que vous avez perçue, et vous avez trouvé que ce que vous avez payé, c'est supérieur à ce que vous avez reçu, ce que vous avez perçu quand vous avez vendu. Dans ce cas-là, la différence, vous allez la recevoir comme remboursement des taxes, TPS. Bon, et ici, nous avons une colonne qui totalise montant sans taxe ou bien taxe exclue de la dépense avec ces taxes, TPS et TVQ. Nous avons ici une colonne pour le total, c'est ce qu'on appelle colonne de contrôle. Le total de ce total-là, il faut qu'il soit le cumul, il faut qu'il soit identique ici. Nous avons ici qu'est-ce qui reste dans la caisse après avoir déduit du fonds de départ tout ce qui est dépensé, le montant dépensé. Par exemple, vous aviez au départ 100 $ et vous avez dépensé 95. Donc, nous avons ici 100 $ et vous aurez dans votre main 5 $. Parfois moins, parfois plus. Si vous avez plus, on va le mettre ici comme un surplus. Si vous avez moins que ce que devrait être, vous aurez un déficit de caisse. D'accord? Moi, j'ai mis ces deux éléments juste pour contrôler, vérifier que tout est correct. D'accord? Mais normalement, vous ne trouvez pas ça dans le manuel. Le manuel, vous avez juste ça, c'est ça le modèle. Nous avons le responsable de la petite caisse. Nous avons qui donne l'autorisation pour le renflement, etc. Donc, nous avons ici on met des informations sur le chèque d'alimentation, de renflement de la petite caisse. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de commencer? On va prendre la première transaction. Okay? La première transaction s'est déroulée le 3 décembre. Donc, je vais mettre ici 3 décembre. Okay?
Ici, c'est 2000x1. D'accord? Donc, il y a une dépense de faible montant de 5,98 taxes incluses pour payer l'envoi d'un colis. Ça veut dire les frais de courrier. On va tout d'abord inscrire le numéro de la pièce justificative. C'est numéro 1. J'ai le compte intitulé frais de courrier, le montant sans taxe, s'il vous plaît. Toutes les charges sont hors taxe, sont comptabilisées sans taxe. Il n'y a pas de taxe dans les charges et aussi dans les ventes. Parce que les taxes, ce ne sont pas des charges. Ils ont leur propre compte au passif. Je répète encore une autre fois. Il n'y a pas de taxe dans l'actif. Ce qui est dans l'actif, c'est taxe. Quand vous faites la différence entre les taxes perçues et les taxes payées, vous avez trouvé que les taxes payées sont supérieures aux taxes perçues, la différence va se trouver dans l'actif comme recevable. TPS à recevoir, TVQ à recevoir, ou bien TPS remboursable, ou bien TVQ recevable. Si maintenant l'inverse, ce que vous avez perçu comme taxe est supérieur aux taxes que vous avez payées lors de vos achats, à ce moment-là, dans le passif, nous aurons TPS à payer, TVQ à payer dans les payables. C'est comme assurance emploi à payer, impôt fédéral à payer, c'est la même chose. OK? Je vais lire vos messages, ce ne sera pas long. Donc, comme j'ai dit, vous allez saisir le montant sans taxe dans le compte approprié et la TPS payée sur cette dépense et la TVQ payée sur cette dépense-là. Je vous recommande de faire des formules. D'accord? Donc, bien sûr, formule vous prenez la TPS ici, vous mettez égal, je crois que vous avez déjà vu ça en Excel, égal cette case, OK, multiplié par 5%. Pour la TVQ, vous prenez cette case-là, multiplié par 9,975%. Et si vous mettez le total, ça veut dire ce montant-là sans taxe, plus ces taxes inhérentes. On va pratiquer ça tout de suite. Donc, le montant avant taxe, c'est 5,20. OK? Donc, c'est 5,20. Donc, je vais saisir 5,20, tabulation, et voilà, la TPS et la TVQ sont calculées automatiquement grâce, comme je vous l'avais déjà recommandé, grâce aux petites formules simples comme. Deuxième comment dirais-je, transaction payée par la petite caisse. Il s'agit, attendez, du fournisseur Courrier Express. La date, c'est le 4 décembre. Donc, je mets la date, je bouge, je me déplace avec tabulation, c'est mieux. Donc, le montant, la pièce justificative, c'est numéro 2. Vous l'avez en bas ici. En bas, vous avez numéro 2. La voici. Il s'agit d'un courrier aussi, donc frais de courrier. Donc, le montant, c'est 7,75 sans taxe, tabulation, et voilà, j'ai la TPS et la TVQ calculées automatiquement. Je vous le recommande fortement et grandement, le fait d'insérer des formules, c'est mieux. Ça va vous faire gagner du temps et ça va vous faire éviter des erreurs. Donc, et un conseil à vous donner, pas pour moi, mais pour tous les exercices que vous allez faire dans n'importe quel cours, les lancers que vous avez saisis, les transactions que vous avez enregistrées, il faut les marquer comme quoi ils ont été déjà enregistrés, soit avec un surligneur ou bien avec un stylo rouge. D'accord?
Donc, vous marquez comme quoi c'est déjà fait, déjà saisi, déjà enregistré, déjà comptabilisé. OK? OK, donc on va descendre maintenant, on va aller à la troisième dépense qui est les stylos. Donc, les stylos, c'est fourniture de bureau qu'on a acheté auprès des fournisseurs Encre Marine. Donc, la date, c'est où la date? C'est le 5 décembre, tabulation. Je mets le numéro de la pièce justificative qui est le numéro 3, tabulation. Je cherche bureau, frais de bureau. Attention, parfois il y a des étudiants qui se trompent. Ils oublient les autres, ils sont en train de remplir dans la même colonne. Et ce n'est pas correct. Donc, allez-y, le sont frais de bureau. Donc, frais de bureau, ce sera pas long, une seconde. Frais de bureau. OK. Donc, le montant, c'est 13,37. 13,37, tabulation, et j'ai les taxes calculées automatiquement. Maintenant, la quatrième dépense, c'est aussi une livraison rapide. Frais de transport. Le montant, c'est 6,07. Tout d'abord, la date. La date, c'était le 5. Donc, on va mettre 5 décembre dans la colonne des dates. Je saisis le numéro de la pièce justificative, qui est numéro 4. Je cherche frais de courrier. Frais de courrier. Donc, c'est 6,07. Tabulation. Donc, je vois ici, ce n'est pas calculé automatiquement. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je mets égal 6,07 multiplié par 5%. Là. Et pour la TVQ, égale ce montant-là multiplié par 9,975%. Et je valide. Et très bien. Et, OK. Je sais maintenant pourquoi le calcul n'a pas été fait. Je m'excuse. Voilà pourquoi. On a sauté, j'ai oublié l'autre parce que je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas mis ici. La feuille que j'ai imprimée, il n'y avait pas le. Il y avait un déplacement avec un taxi. Excusez-moi, je vais le chercher tout de suite. Voilà. Voilà, ça c'est le reçu du taxi. Donc, c'était le 5 décembre. Excusez-moi, le 5 décembre. Ce n'est pas ici. La propriétaire, il a une fille qui a utilisé un taxi pour son déplacement personnel. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Et comme on l'a vu dans les postulats comptables, quel est le postulat comptable qu'il faut appliquer ici? J'attends votre réponse et je sais que vous allez très bien répondre. Effectivement, et bravo, c'est ça. Le postulat, c'est la personnalité de l'entreprise. Il faut séparer tout ce qui est personnel de tout ce qui est professionnel. Il ne faut pas mélanger l'argent que vous allez dépenser du compte la petite caisse de l'entreprise ne doit jamais, en n'importe quel cas ou circonstance, ne doit pas financer une charge, une dépense personnelle. Donc, le postulat, c'est la personnalité de l'entreprise. Comme vous le savez, nous avons 4 postulats comptables. Personnalité de l'entreprise, continuité de l'exploitation de l'entreprise, l'indépendance des exercices et enfin, l'unité de mesure monétaire. Bien sûr, si on ajoute les postulats comptables
aux principes comptables qui sont 7, le coût d'acquisition, le rattachement des charges au produit, la bonne information, l'objectivité, la prudence, la permanence, les méthodes. Et si on ajoute aussi les contraintes relatives, qui est l'importance relative et aussi l'équilibre coût et avantage, on aura ce qu'on appelle les principes comptables généralement reconnus, les PCGR. D'accord? Donc, très bien, donc vous avez bien fait vos devoirs. On va aller maintenant chez Naomi Chartrand. Naomi Chartrand, et on ne va pas accepter cet argent-là comme dépense. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? L'argent va sortir de la petite caisse. Donc, on va créditer, comme vous l'avez vu en comptabilité 1, on va créditer la petite caisse et on va débiter son compte à elle qui est dans l'entreprise, dans les capitaux propres de l'entreprise, qui est propriétaire retrait. Comme vous le savez, dans une entreprise individuelle au Canada, nous avons deux comptes, propriétaire apport, on le crédite au moment où il y a des apports effectués par le ou la propriétaire de l'entreprise individuelle, et un autre propriétaire retrait quand il s'agit des retraits faits par soit des retraits, effectivement, c'est des retraits, ou bien des paiements des choses personnelles par l'argent de l'entreprise. D'accord? Donc ici, on va mettre, quel est le montant qu'on va mettre ici, s'il vous plaît? Quel est le montant qu'on va mettre ici? « 6,45. Attendez, 6,45. OK. Et quel est le montant sans taxe? 6,45, c'est le montant que je vois ici dans le reçu. OK? Il y a un paiement de taxi Drummond de 6,45. Est-ce que 6,45 il est avec taxe ou sans taxe? OK. Mais les taxes n'ont rien à voir avec l'entreprise. Donc, je dois confirmer cette information avec vos autres collègues. Quel est le montant des taxes? Essayez de calculer les taxes et dites-moi, on va le faire sans taxe. OK. Votre collègue nous dit sans taxe. Si on prend le... Attendez, ce sera pas long. Si on prend 6,45 divisé par 1 pour extraire les taxes d'un montant avec taxe, il faut juste le diviser avec 1,14 975. 1,14 975, ça va donner 5,6. OK, 5,61. D'accord? OK. Maintenant, 5,61, on va mettre ce montant-là où? Quelle est la colonne dans laquelle on va mettre 5,61? Vous êtes de bons étudiants, c'est excellent, c'est encourageant. Effectivement, puisqu'il s'agit d'une dépense qui n'a rien à voir avec l'entreprise, donc aucune charge ne sera tenue en compte. D'accord? Donc, le montant, avec ces taxes-là, puisque le montant lui-même, pardon, puisque la charge du déplacement n'a rien à voir avec l'entreprise. À quoi bon je vais calculer les taxes, etc. Tant que le montant en entier, soit avec taxe ou sans taxe, n'a rien à voir avec l'activité de l'entreprise, ben, par défaut, par excellence, par conséquence, par évidence, ben, les taxes ne seront pas touchées. Puisqu'il n'y a aucune charge qui n'a été touchée, et ben, les taxes ne seront pas touchées. Et bravo, bravo. Donc, on va venir ici dans Naomi Chartrand et on va mettre le montant qui figure sur le reçu. Très bien, bravo. Donc, 6,45. Excellent.
Maintenant, on va aller dans le, donc ça c'est le quatrième, on va aller dans une autre charge réglée par la petite caisse. Le numéro de pièce, c'est, attendez, le numéro de pièce, c'est 101, pardon, c'est 101, merci. 101. 101. Numéro de pièce, c'est 101, d'accord? Maintenant, on va aller dans la dépense suivante. La dépense suivante, merci Annie, effectivement, c'est 100, 101. Donc, on va aller dans la cinquième pièce justificative relative frais de transport. Donc, regardez, on va aller. Attendez. On va aller à la cinquième pièce justificative et non pas la quatrième. La quatrième, c'était taxi, c'est déjà fait. Frais de transport. OK? Frais de transport. Le montant, c'est, attendez, 6. La date, c'est le 5/12. Numéro de la pièce, c'est 4. C'est la cinquième pièce justificative, mais le numéro de la pièce justificative, c'est 4. Le montant sans taxe, c'est 6,07, tabulation, et les taxes sont calculées. Oui, je vais vous donner la parole tout de suite, ce ne sera pas long. Donc, on va continuer. Nous avons l'autre pièce, numéro 5, relatif entretien et réparation du bâtiment. Donc, la date, c'est le 6 décembre. Numéro de pièce, c'est 5. Le compte comptable concerné, c'est entretien et réparation. Donc, le montant sans taxe, c'est 9,30, tabulation. Et voilà, j'ai le montant total, taxe incluse. Je passe à la pièce justificative numéro 6, relatif aussi à la pâte à calfeutrer. Donc, le montant, c'est la date tout d'abord, c'est le 6 décembre. OK? Le 6 décembre, le montant avant taxe, c'est 11. Pardon. On a dit c'est pièce numéro 6. On va aller chercher le compte concerné. C'est le 11,08. Donc, le montant avec taxe incluse, 12,74. Maintenant, la dernière transaction réglée par la petite caisse date du 7/12. Tabulation. Numéro de la pièce justificative, c'est 7. Il s'agit expédition de colis, frais de courrier. Donc, c'est combien? C'est 14,17. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez le même total, s'il vous plaît, ici? Donc, regardez, nous avons ce qu'on appelle total de contrôle, ou bien tableau croisé. Donc, nous avons 83, contrôle croisé, pardon, 83,41 qui est le total. Est-ce que tout le monde a le même chiffre, le même montant, s'il vous plaît? Maintenant, pour avancer un petit peu, regardez, qu'est-ce qu'on nous dit? Je me rappelle, on nous a dit que, ça prend une seconde, on nous a dit ici dans l'énoncé, pardon, que le solde de fin de période, quand on a compté à la petite caisse, on a trouvé 16 055. 16 055. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez cette case-là? Total de l'argent en main, le physique. Quand
Jacinthe, quand il va compter l'argent, ben, il a trouvé combien? 16,55. On va saisir 16,55. Et d'ailleurs, les autres cas, vous allez les voir, il y aura beaucoup de calculs automatiques. Tabulation. Vous voyez? Maintenant, quel est le fonds de petite caisse? On nous a dit que toujours c'est 100 $. Je vais saisir 100 $. Et voilà. D'accord? Donc, 100 $. Dans ce tableau-là, pour dégager la différence que je dois chercher, parce que regardez, il faut toujours avoir 100 $. Vous avez dépensé 83,4, OK? Donc, il me reste 16,55. Mais généralement, il y a un déficit. D'accord? Il y a un déficit qu'il faut comptabiliser de moins à peu près 5 sous. D'accord? Ce tableau-là, on le fait pour savoir quel est le montant de renflouement. Fonds début décembre, j'avais 100 $. OK? Maintenant, dans cette boîte-là, pas la boîte noire, mais la caisse noire, j'ai 16,55. Donc, combien j'ai dépensé? 84,40. Eh bien, je vais demander à Madame Chartrand de me faire un chèque de 83,41 pour avoir à la fin une caisse de 100 $ avec laquelle je vais démarrer janvier le mois prochain. OK, je vais vous donner la parole tout de suite. Qui m'ont demandé comment j'ai trouvé, attendez, comment j'ai trouvé la différence. OK, là, regardez, la différence, c'est simple. Normalement, vous aviez 100 $. Vous avez dépassé, regardez, si je prends 100, moins 85, qu'est-ce que ça va vous donner? Si vous ajoutez 0,04, vous allez trouver ça. D'accord? Nous avons ici, comment dirais-je, 10, si on prend 100 moins 16,55, normalement, il faut avoir 83,45. Si je viens, regardez, je vous donne 100 $. Regardez, je vous donne 100 $. À la fin de décembre, je viens, j'ouvre, je vous demande combien vous avez dépensé. Vous m'avez dit 83,41. OK. Je compte et je trouve 16,55. Normalement, vous devez dépenser 83,45. Donc, il y a un déficit. D'accord? Et on va voir comment on va le comptabiliser. D'accord? Si vous avez 41, 45, ce n'est pas grave. Donc, c'est juste des petits arrondis. Ce n'est pas grave. Donc, si vous travaillez avec Excel, ce n'est pas grave. D'accord? Donc, ça, c'est de ne pas avoir gros sang. Maintenant, qu'est-ce que va faire Naomi? Ben, il va préparer un chèque de 100 $. Regardez, donc, chèque numéro, on nous a donné le numéro du chèque, c'est 11,13. Donc, 11,13, émis de combien? 83,45 $ pour renflouer la petite caisse pour qu'il soit 100 $, fonds de fin de période, et qu'il sera fonds début janvier. D'accord? Maintenant, toutes ces dépenses-là qu'on a faites, il faut qu'on comptabilise ça dans le journal général. Dans le journal général, donc, vous avez ce modèle-là. Regardez, nous avons frais courriers, le total des frais courriers est là en bas, 33,19. Nous avons frais de bureau, le total il est là, frais de bureau 13,37.
Nous avons retrait du taxi de Naomi, 6,45. Nous avons le total des entretiens, des montants pour entretien et réparation bâtiment, c'est 20,38. Elle est là, 20,38. Nous avons la TPS payée sur les charges et la TVQ payée sur les charges. Et j'ai 83,45 qui est là. Le montant de l'encaisse. La différence, c'est le déficit qu'on a trouvé. Donc, ça, c'est le journal général. Généralement, dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas attendre jusqu'à la fin de la journée, du mois, pour faire ce journal-là. Le journal général, il se fait chronologiquement. Chaque jour, une fois que vous avez des transactions, il faut les saisir. Vous aurez frais de courrier montant sans taxe et en bas, vous aurez TPS TVQ. Et ainsi de suite avec les dates ici à gauche, comme vous allez le voir avec moi dans le cours de logiciel. Il y a une erreur dans le rapport précédent. OK, OK, attendez, je vais vous donner la parole. Il y a des gens qui ont levé la main. Allez-y, Annie. Désolée, c'est dans le rapport précédent, dans le modèle, ce qui arrive, c'est 83 et 42. Pas C'est grave. pas les 41. Non, c'est pas grave. Parce que l'Excel, il arrondit. Regardez, si vous prenez. Ouais, mais le 10 et 69, il est à 10 et 70. Okay, c'est pas les 69. Vous parlez ici? Ouais. OK. Vous avez combien? 70? Ouais, exactement. Pas grave. OK. Non, ben, j'arrivais pas au même chiffre à la fin, c'est pour ça. C'est juste pour ça. Regardez, si je mets manuellement 70, j'aurai la même chose. Bon, t'as 42, c'est ça, au lieu des 41. Okay. Mais moi, je préfère utiliser les formules. OK? Donc, oui. Est-ce que vous avez utilisé les formules? Ben, il n'était pas rentré. Fait que moi, honnêtement, j'ai juste fait comme des sommes. J'ai fonctionné comme ça. Là. J'ai pas. Okay. Dans le modèle que j'ai pris, il n'y avait pas la formule. Fait que, okay. Je l'ai fait manuellement. Généralement, quand vous utilisez les formules, il y a une petite différence avec si vous saisissez les montants manuellement. C'est comme le logiciel. Normalement, j'ai une question par rapport à ça, justement. Donc, c'est parce que si on prend la formule Excel, ça veut dire qu'on ne rentre pas ce qu'on a rentré manuellement à ce moment-là. Bien, là, ça a été déjoué justement par la formule Excel. Nous, on a rentré ce qu'on voit, mais le total, Excel a décidé que c'était 10 et 69 et non pas ce que nous, on avait dans notre visage de 10 et 70. OK. Je vais vous dire une chose. Oui. Généralement, on se base toujours sur la facture. Exact. Si la facture, le montant de taxe est différent du logiciel, ben, on va corriger dans le logiciel et on va garder le montant qui existe sur la base, sur la facture. Ça, c'est une règle générale. Okay. Fait comme là, c'est correct qu'on le change. Oui, c'est correct. Pourquoi? Parce que quelle est la base? Quelle est la base de cette écriture-là? C'est une pièce justificative. C'est ce qu'on voit. Fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui va me vérifier là, à un moment Exactement. donné. Mais généralement, comme je vous l'avais déjà dit, il y a ce qu'on appelle un seuil de tolérance pour les écarts. Ce n'est pas grave les écarts. Pour moi, par exemple, $1, $2, $3, $4. Ça, on l'a déjà vu dans ce qu'on appelle contrainte relative, l'équilibre coût-avantage. Je ne vais pas perdre mon temps. OK, c'est bon. Dans un chiffre d'affaires de 50 000, 100 000, à chercher $3, $4, $5. C'est sûr. Si vous cherchez l'écart, vous allez payer, je ne sais pas combien vous employez pour les heures supplémentaires. Vous allez payer 400, $500 pour trouver $2. Oui, mais souvent, c'est, admettons, c'est deux personnes différentes, puis eux te rendent un rapport, mettons, parce que c'est ton entreprise, tu ne les vérifies pas. Bon, puis la personne, elle peut arriver, puis elle va te dire, écoute, moi, je l'ai vérifié, mais à chaque fois, il y a des erreurs dans ce 40. Oui, oui. Des fois, tu vas aller te justifier en disant, non, écoute, c'est pas de temps, c'est juste 2 cents, c'est pas grave, là, tu sais. Mais si la personne, elle la fait toujours parce qu'elle apprend justement des formules, tu sais, puis tout ça, ça peut... Regardez, là, tu me poses une question sur Excel.
Oui, mais ça peut amener dans la vraie vie, ça amène aussi, on vient de le vivre, ça amène aussi, admettons, là, si j'ai mon entreprise, j'ai un employé qui me dit, écoute, elle, à chaque fois, elle fait la même erreur. Mais, dans le fond, c'était la formule Excel, c'était juste ça, parce que l'information qui était rentrée, elle était bonne. OK. C'était. OK. Je reformule ma réponse. Ouais. Si vous travaillez avec Excel, toujours vous aurez des problèmes. Il faut vraiment vérifier nos figures, dans le fond. Il faut toujours travailler avec un logiciel. Logiciel. Puis partout, de toute façon, il y a un logiciel. On s'entend. Exactement. Dans le logiciel, si la personne, le fournisseur, il vous a remis un reçu imprimé à travers un logiciel, vous n'aurez pas de problème. Mais si quelqu'un qui va vous imprimer une facture à partir d'un fichier Excel, vous aurez des petits écarts. Tout à fait normal. Ah, OK. C'est bon? Mais c'est toujours ce qu'on voit qui est important. Exact. Sur la pièce justificative. C'est bon, merci. Je vous en prie, Annie. Bon, on va voir s'il y a d'autres personnes. OK. Narmine. Allez-y, Narmine. Oui, monsieur, c'est juste pour les pièces justificatives numéro 7. Numéro 7. Oui. La dernière. Oui, on n'a pas le montant avant le texte dans les factures. Est-ce que c'est normal? C'est nous que je trouve le montant. C'est Poste National, c'est ça? Oui. OK. Attendez, c'est 14,17. Oui, c'est le montant avant le taxe. Oui, c'est 14,17. Dans mon livre, il n'y a pas le montant. Ben, écrivez-le. Généralement, c'est écrit ici. Chez moi, c'est 14,17. OK, c'est juste ma question. C'est normal de trouver des factures comme ça ou c'est une erreur ou je crois version... Non, je crois que juste... mais moi, je l'ai. Peut-être dans votre copie, il n'est pas. Mais on va demander aux autres. Mais moi, je l'ai. 14,17. 14,17, ça existe. Moi, je ne l'ai pas. C'est juste des petits carrés. C'est seulement ça. On va demander aux autres. Restez en ligne. Okay. Est-ce que vous avez dans la dernière... je ne l'ai pas aussi. Ah oui, donc c'est une erreur. Donc. Edoui, je ne l'ai pas. OK. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on remplit le rapport de la petite caisse et le journal général pour la petite caisse. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Et je vais vous envoyer le fichier avec les formulaires, comme ça vous allez gagner beaucoup de temps.